pour mission de moderniser son royaume et de lui donner de meilleures frontières. Un homme, un inconnu du nom de Vauban, jeta toutes ses forces dans cette bataille qui allait faire d'un royaume une nation. Toute son ambition et toutes ses facultés, il les mit au service de son roi et de son pays. La vie errante que je mène depuis 40 ans et plus m'a donné l'occasion de voir et de visiter plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie de ce royaume, tantôt seul avec mes domestiques et tantôt en compagnie de quelques ingénieurs. Et j'ai souvent eu l'occasion de donner carrière à mes réflexions et de remarquer le bon et le mauvais état du pays. D'en examiner la situation et celle du peuple, dont la pauvreté ayant souvent excité ma compassion, m'a donné lieu d'en rechercher les causes. Certains diront que je suis allé trop loin, d'autres que j'ai trahi le roi, d'autres encore que j'ai été disgracié. La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur sincère. J'aurais toujours tout fait dans un seul but, l'intérêt général. Vers la moitié du XVIIe siècle, la France connaît encore des luttes fratricides. Une grande partie de la noblesse mène une fronde contre l'État royal, alors dirigé par le cardinal Mazarin. Mais que faites-vous? Vous êtes dans la ligne de mire de cette grosse batterie. Le cardinal s'efforce de réduire cette rébellion avant que le jeune Louis XIV, Louis Dieudonné de Bourbon, ne prenne les commandes du royaume. D'ultimes combats ont lieu dans l'est de la France. Avez-vous jamais vu, cardinal, un ingénieur apprenti aussi fou? N'est-ce pas le jeune Vauban que nous avons rallié à notre cause cet été? Lui-même, cardinal. Mais voudrait-il mourir encore plus vite que ses collègues, qui n'y s'y prendraient pas autrement? Toujours aussi volontaire. Fort caractère et pas maladroit, vous ne trouvez pas, Clerville? Louis XIV n'est qu'un enfant lorsque la Fronde fait vaciller la dynastie des Bourbons. Il restera durablement méfiant devant la noblesse qu'il n'aura de cesse d'affaiblir et de contrôler, soit par la ruse, soit par la force. Depuis 1651, son parrain, le cardinal Mazarin, cherche à mettre un terme à cette rébellion en se débarrassant de son ennemi personnel qui a pris la tête des frondeurs, le prince de Condé. Alors, le tunnel est fini? Je suis venu presque à bout. Mais il faut creuser encore un peu avant de placer la mine. C'est ton tour. Tu prends la corde. Je vais chercher la poudre, elle doit être prête maintenant. Les fusillés! Ils ont fait sauter une contre-mine! C'est vous les gars! C'est actionné! Prenez les jambes!
Vauban choisit de faire carrière dans le département des fortifications, l'ancêtre du génie militaire. Les ingénieurs sont devenus indispensables pour faire la guerre depuis que les inventeurs italiens de la Renaissance ont mis au point la forteresse bastonnée pour résister à la nouveauté de l'artillerie des Français, le boulet métallique. Le boulet de pierre que tiraient les bombardes et qui ébranlait à peine les maçonneries a été remplacé par une invention des artilleurs du roi de France, le boulet métallique qui, lui, va faire brèche, pour employer un terme technique, va faire brèche dans les maçonneries, détruisant toutes les enceintes. On l'a beau surépaissir, jusqu'à 4 mètres, 5 mètres, même 11 mètres parfois, aucune ne résistera, tout va s'effondrer. L'effondrement des hautes enceintes maçonnées impose de trouver une nouvelle parade, et cette parade va venir d'Italie. Le roi de France, poursuivant son rêve italien, assiège toutes les grandes villes, dont les murailles à leur tour vont s'effondrer. Les directeurs des fortifications de ces villes sont les ingénieurs de la Renaissance, dont 2 des plus connus, Léonard de Vinci et Michel-Ange, qui, grâce à leur savoir en technique, dans toutes les sciences, et en particulier en géométrie, vont permettre de mettre au point la nouvelle enceinte qui va ceindre les villes, l'enceinte bastonnée, comme vous la voyez derrière moi actuellement. L'évolution de la fortification amène à 2 changements importants. Le premier, c'est la disparition du donjon et l'arasement de toutes les tours d'enceinte. Et le deuxième changement, encore plus important, c'est la projection à l'extérieur de la ville d'une enceinte basse continue sur le modèle italien. La nouvelle enceinte est constituée de talus de terre. Ces talus de terre servent à absorber le boulet et non plus à s'opposer comme le faisaient les maçonneries anciennes. Ces talus de terre sont prolongés par une série de fossés et d'ouvrages extérieurs qui permettent de tenir l'ennemi à distance, et chacun des fossés étant tenu parfois par des maçonneries. Côté ville, c'est l'escarpe, et côté ennemi, la contre-escarpe. Et puis, pour battre ces murs et empêcher l'escalade éventuelle, on met en saillie certains ouvrages, des petites bastilles, on appellera ça des bastions, dans lesquels des canons permettront d'empêcher l'ennemi d'arriver au cœur de la ville. La ville du Moyen-Âge, dressée en point fermé, a laissé place au XVIIe siècle à la ville en main ouverte. La défense qui se joue à la verticale se joue maintenant à l'horizontale. Ce nouveau système de défense, que Vauban portera à un degré de perfection inégalé, rend le siège des villes beaucoup plus complexe. L'assaut d'une forteresse bastionnée nécessite de lourds travaux d'approche qui le font souvent ressembler plutôt à un gigantesque chantier qu'à une bataille. Après de 35 ans, Vauban est devenu, grâce à ses qualités d'organisateur, à son courage et à son esprit méthodique, un élément important de la direction des sièges. Il faut continuer l'élargissement de cette tranchée. Je m'en occupe. Jamais officiellement en charge du commandement qui revient soit au roi, soit à l'un de ses maréchaux, il est aux premières loges lorsque débute la guerre contre l'Espagne en 1667. Louis XIV prend l'initiative de cette guerre car l'Espagne dispose de possessions sur la frontière sud, sur la frontière nord avec la Flandre espagnole et également à l'est avec la Franche-Comté. La branche espagnole des Habsbourg fait peser un danger considérable sur le royaume de France. Au milieu du XVIIe siècle, 2 familles dominent l'Europe, les Bourbons et les Habsbourg. Et Louis XIV est héritier d'un vieux conflit qui remonte au moins à Charles Quint et qui rebondit au moment de l'affaire de la guerre de dévolution. Qu'est-ce que c'est que cette guerre de dévolution? C'est une affaire de mariage, c'est une affaire de dot impayée. Marie-Thérèse, sa femme, la fille espagnole de Philippe IV, le souverain d'Espagne, n'a pas payé les 500 000 écus en or qu'elle devait payer pour la dot. C'est une manière pour lui, et c'est l'essentiel, de renforcer la frontière, parce que le grand souci de la France, c'est la proximité des Pays-Bas et donc de l'Espagne, de Paris, et donc il faut tout faire pour remonter toujours plus vers le nord afin de protéger la capitale. Cette blessure
devait de la faire tomber avec fulgurance. Le siège de ce verrou espagnol ne dura que 7 jours. Le roi me récompensa d'une lieutenance de la garde. Une charge réservée habituellement à la fine fleur de la noblesse. Les prises de Lille et d'autres places fortes espagnoles en Franche-Comté conduisent au traité d'Aix-la-Chapelle. À l'issue de ce traité, les Espagnols cèdent plusieurs villes de Flandre à la France. L'île devient définitivement française après 2 siècles aux mains des Espagnols. Et n'oubliez pas que Maigrini me renvoie ses plans au plus vite. Chaque fois qu'une ville tombe aux mains d'un assaillant, le nouveau maître de la place se doit de la remettre en défense. Une tâche qui revient toujours aux ingénieurs des fortifications. À Lille, le roi souhaite marquer les esprits, et Vauban sera désigné pour mener cette mission à bien. Sur chaque plan, le nord doit être indiqué par une rose des vents. Et il doit toujours être en haut du plan. Il faut aussi montrer par une flèche le sens dans lequel les rivières coulent. Très important quand on pense à les utiliser dans le système de défense, non? Si vous ignorez d'où l'eau coule, comment voulez-vous détourner le cours des rivières qui si souvent gênent nos attaques? Comprenez? J'ai voulu faire de la nouvelle citadelle de Lille la plus moderne et la plus remarquable des forteresses du royaume, et même d'Europe. Ce chef-d'œuvre incitera, j'espère, le roi à m'attribuer le poste de commissaire général des fortifications. Je ne doute pas non plus que le secrétaire d'État à la guerre, le jeune marquis de Louvois, y trouve de bonnes raisons d'accroître son influence auprès du roi. Et donc vous suggérez d'implanter cette citadelle au milieu des marais. Vous savez, monseigneur, qu'aucune place n'est imprenable. Ce n'est jamais qu'une affaire de temps. Mais on peut compliquer à souhait la tâche de l'adversaire. Pour approcher ma citadelle, il en coûtera beaucoup aux assaillants. Grâce aux marais et aux fossés inondables, nous devrons réunir une armée capable de tenir une tranchée longue de près de 7 lieues. En revanche, avec seulement 1000 hommes, nous pourrons soutenir le siège pendant des semaines. Faites-nous la plus belle et la plus sûre des citadelles. Le roi y tient. Ne le décevez pas. Pour notre roi, je construirai la reine des citadelles, monseigneur. C'est sur un terrain plat, à l'écart de la vieille ville espagnole, que Vauban va édifier une citadelle en briques rouges, parfaitement symétrique, capable de parer aux attaques d'où qu'elles viennent. Quand Vauban choisit donc ce pentagone, qui est une des formes les plus économiques, il va équiper chaque angle du pentagone d'un bastion, protégé par des demi-lunes, avec des fossés à l'extérieur de plus en plus nombreux. Les courtines elles-mêmes seront protégées par des tenailles, qui sont des sortes de murailles continues qui masquent la courtine au feu ennemi et aux vues ennemies. Donc tout un ensemble de défenses en profondeur qui permettent de voir que ce n'est pas simplement du dessin ou de l'esthétique de fortification, mais que c'était véritablement une place d'armes parfaitement défendue. Avec la citadelle de Lille, Vauban livre un chef-d'œuvre, son premier aux couleurs de la Flandre. Que ce soit affaire de relief ou de matériaux, l'ingénieur du roi s'adapte toujours à la donne locale. Ce pentagone-là est né d'une réflexion tout à fait logique. La première réflexion, elle est d'ordre stratégique, c'est-à-dire que Vauban a choisi un lieu qui est le plus difficile à attaquer, c'est-à-dire en se mettant sur les barrés. Le deuxième principe cher à Vauban, l'économie des forces. Donc là, on fait un pentagone pourquoi? Non pas pour appliquer une forme déjà préétablie, Vauban a horreur de ça, mais parce que c'est la forme la plus simple, la plus rectiligne, si j'ose dire, et qui permet d'avoir l'économie sur l'ensemble des maçonneries. D'autant que ces maçonneries vont avoir la couleur de la Flandre, puisqu'elles seront constituées par des briques qu'on va cuire sur place. Et puis la troisième chose, c'est que Vauban tient à montrer que ça appartient au roi de France, et donc la citadelle montrera dans ses portes, comme dans l'arsenal, la grandeur du roi de France. 2 entrées somptueuses, des bâtiments destinés aux officiers et à la troupe, une poudrière remarquable, des arsenaux, un moulin pour moudre le blé et même une église. Et pour la première fois, des casernements pour loger la troupe. Une ville difficile à prendre pour l'ennemi, mais aussi
aujourd'hui un vaisseau français en territoire nouvellement conquis. Quand on regarde bien la citadelle de Lille, on s'aperçoit avec évidence que certains canons tirent sur la ville anciennement espagnole, qui n'est pas encore tout à fait donnée au roi de France. Donc cette présence militaire de la citadelle, conjuguée avec tous les efforts que le roi de France va faire culturellement, économiquement, va faire en sorte qu'à la fin, les Lillois voudront bien se rattacher au royaume de France. La citadelle de Lille va jouer un rôle très important dans la vie de Vauban. C'est sa première grande œuvre architecturale et il va rester gouverneur de la citadelle pendant 40 années. Enfin, Lille est une place importante pour l'organisation de la défense septentrionale de la France. C'est aussi un point de départ pour les conquêtes futures de Louis XIV via les Pays-Bas espagnols du Sud. Les conquêtes de 1668 qui viennent s'ajouter au nord du royaume de France ne contribuent pas à former une frontière homogène. Certains de ces territoires s'avancent dans les Pays-Bas espagnols. Les places sont entremêlées, comme dira Vauban. L'aspect dentelé de la frontière est la conséquence d'une contrainte technique liée à la guerre de siège. Le siège, c'est l'artillerie. L'artillerie, c'est un poids lourd. C'est aussi la puissance de l'État. Mais cette puissance de l'État, il faut la faire avancer. Et dans les chemins impraticables, en majorité du royaume, je pense au Chartier embourbé de la Fontaine, les voies d'eau constituent un élément essentiel, stratégique, qui permet de relier une place à une autre. La nécessité logistique qu'impose l'artillerie explique la présence de places fortes, de forteresses, qui verrouillent ces artères stratégiques que sont devenues les moindres rivières. Ces verrous constituent les cibles prioritaires des armées au XVIIe siècle et ils détermineront souvent le curieux tracé des frontières. Il m'incombait maintenant de superviser toutes les places fortes du royaume. Perpétuellement sur les routes, je parcourais des milliers de lieues par an, à cheval ou dans des voitures de poste. Ce qui m'attirait beaucoup de peine, de fatigue, car il n'y avait ni été ni hiver pour moi. Et surtout, mon épouse Jeanne me manquait. Vauban accomplit un travail considérable. Il dit lui-même servir avec une assiduité d'esclave le marquis de Louvois, secrétaire d'État à la guerre. Ce dernier trouve divers prétextes pour l'envoyer sur les routes. Vauban peut accomplir 1300 lieues par an, soit environ 5000 km. Et parfois, il attendra 2 ans avant de retourner dans son Morvan et revoir sa chère épouse. Monsieur, puis-je trouver en ce lieu monsieur de Vauban? Vous voulez parler à monsieur de Vauban? Voici mon ordre de mission, signé par le ministre de la Guerre. Où voulez-vous? C'est notre ministre Louvois qui m'envoie. Sur ordre de notre Majesté, j'étais en Crète aux côtés des Vénitiens pour défendre Candide. Nous avons tenu autant que nous avons pu. Mais les Turcs ont décidé d'en finir avec Candide. Ils ont appliqué un plan infaillible. Infaillible? Vous voyez, en créant des galeries perpendiculaires aux tranchées d'attaque, ils ont amélioré de beaucoup la circulation dans les tranchées. Ils ont pu parvenir beaucoup plus rapidement que prévu à poser des mines sous nos défenses, sans que nous puissions leur infliger de pertes. Nous avons dû nous rendre. Et si nous faisions ces tranchées plus larges? On pourrait approvisionner plus facilement en hommes et en matériel notre attaque. En 1672, Louis XIV attaqua la Hollande. Racine écrivit « Le roi, las de souffrir les insolences de cette petite république, résolut de les prévenir. » Mater l'ambitieuse république protestante de Hollande faisait partie des priorités de Louis XIV, qui ne supportait ni leur religion, ni leur régime politique, et encore moins leurs incroyables succès commerciaux. Louis XIV a conçu la guerre de Hollande comme une guerre courte, une sorte de blitzkrieg version XVIIe siècle. Le problème, c'est qu'en espérant prendre la Hollande en quelques semaines, il échoue parce que les Hollandais décident d'ouvrir les digues dès juin 1672. Et la mer, finalement, sauve la Hollande et sauve Amsterdam, qui devient une île imprenable et enlise, ou plutôt noie, les armées françaises. Résultat, la guerre qui devait être courte devient une guerre longue, devient une guerre européenne,
Louis XIV va vouloir se venger l'année suivante en attaquant Maastricht. Pour la première fois, j'eus entière liberté pour exécuter mon plan. Chaque nuit, nos sapeurs tissaient inéluctablement une toile d'araignée autour de la ville. Pour faciliter le déplacement des hommes et des munitions, je fis relier les tranchées par d'autres tranchées, plus larges, parallèles au mur de la place. Nous resserrions chaque jour l'étreinte, presque sans perte. Vauban emprunte aux Turcs cette méthode qui permet de préserver la vie des assaillants. Mais elle n'est pas du goût de certains jeunes nobles qui veulent passer à l'attaque. Ainsi, au siège de Maastricht, Vauban demande 48 heures pour continuer ses travaux d'approche. Louis XIV donne cependant l'ordre à la garde royale d'attaquer et le célèbre d'Artagnan va y laisser la vie ainsi qu'un certain nombre de ses compagnons. Majesté, nous venons de perdre beaucoup d'hommes tout à fait inutilement. Certains étaient les meilleurs de votre garde. Nul n'ignore plus désormais qu'un siège se mène avec méthode et non par des coups d'éclat. Alors pourquoi ces sacrifices inutiles? Les Français seront-ils capables un jour de renoncer à ces vanités? Monsieur l'ingénieur, les officiers des grandes compagnies se plaignent de ne pouvoir s'illustrer lorsqu'ils m'accompagnent à la guerre. Ils ont parfois l'impression d'être subordonnés au directeur de l'attaque des places. Reprenez l'attaque de cette ville selon votre méthode. Et faites-moi tomber Maastricht aussi sûrement que vous avez fait tomber Lille. Maastricht tomba grâce à un méthodique travail de sape. Le roi récompensa généreusement son ingénieur en lui accordant 40 000 livres. Une somme substantielle qui lui permit, ainsi qu'à son épouse Jeanne, de devenir les châtelains de Bazoches. Le château de Bazoches était ma seule véritable victoire. La seule que j'avais désirée depuis toujours. Cette vieille bâtisse nécessitait de l'ouvrage avant de pouvoir recevoir ma famille. Qui, mieux que moi, pourrait la transformer en un beau château de gentilhomme? Comme un paysan regroupe ses terres et simplifie la forme de ses champs lorsqu'ils sont trop biscornus, afin d'en rendre l'exploitation plus facile, il convient que le royaume se dote d'une frontière clairement définie et que cesse cet entremêlement de places. C'est ce que vous appelez le précaré. Oui, Majesté. La quadrature, non du cercle, mais du pré. Oui, Votre Majesté. Certes. Mais à vouloir simplifier les frontières, comme vous le suggérez, n'allons-nous pas réduire notre royaume? Majesté, l'important est de pouvoir le fermer avec sûreté. C'est une belle et bonne chose de pouvoir tenir son fait des deux mains. Louis XIV sera rapidement convaincu par la théorie du précaré. Simplifier les frontières pour les rendre homogènes et linéaires offre quantité d'avantages économiques et militaires. Nous avons une montagne de sièges à préparer. Le roi est résolu à exécuter la stratégie du précaré. Nous allons rectifier la frontière et rendre le territoire plus homogène et plus facile à défendre. Mais d'abord, nous avons de nouvelles places à prendre. Condé, Douchin, Valenciennes, Saint-Omer et Cambrai. Et vous croyez qu'on peut entamer cette campagne en menant les sièges de Saint-Omer et Valenciennes à la fois? Si ça continue comme ça, nous serons bien heureux de pouvoir assiéger Valenciennes. Ce plan me paraît parfait, monsieur le maréchal. Majesté, permettez qu'un modeste ingénieur comme moi vous donne librement son avis sur l'attaque que nous allons mener ici.
Le plan du maréchal Lafeuillade est exactement fidèle à notre stratégie. Qu'avez-vous à y ajouter? Précisément, Majesté. Je pense que contrairement aux usages, nous devrions mener l'assaut de jour. De jour. Et ça va être un massacre, un échec cuisant. Vous déraisonnez, mon ami. Ce qui est déraisonnable, monsieur le maréchal, d'aller au combat avec de bons vieux plans d'attaque. Croyez-vous que les Espagnols ne cherchent pas à combler leur retard? Et puisque vous prétendez vouloir ménager le sang du soldat, dites-vous bien que vous l'épargnerez davantage quand il combattra de jour, sans crainte qu'une partie de nos gens tire sur l'autre, comme il arrive trop souvent. Vauban. Je vous écoute. Altesse, il s'agit de surprendre l'ennemi, qui s'attend à ce qu'on l'attaque de nuit. Comme à l'habitude, au petit jour, nous ferons mine de regagner nos quartiers. Mais au lieu d'aller nous reposer, nous masserons nos troupes dans des places d'armes que j'ai fait creuser discrètement. Lorsque les défenseurs auront regagné leur quartier, nous déclencherons l'assaut et nous forcerons la victoire grâce à l'effet de surprise. Ridicule. Un ridicule qui va nous assurer une victoire rapide et sans perte. C'est un risque bien calculé, monsieur l'ingénieur. Et nous profiterons mieux du spectacle pour une fois. Vous y voyez avec cette pluie? C'est pas grave. Portez-le sur la place d'armes. Vous le voyez? Ouais, oui. Regardez-le courir à sa perte. Une bombe est tombée sur la tête de la tranchée. L'ingénieur Goulon et des sapeurs sont touchés. Faites-les vite transporter vers l'arrière! Ce bastion nous résiste depuis bien trop longtemps. Nous allons ouvrir une tranchée. Une petite place d'armes, ici, sur la butte. Faut le bombarder. Allez, venez. S'il a autant de succès qu'à Maastricht, nous l'aurons dans les pattes un moment, je vous assure. Je vous donnerai le signal. En plus de ces félicitations, Louis XIV me gratifia de 25 000 écus et il me chargea du siège de la ville de Cambrai, qui, attaqué de jour, tomba aussi comme un fruit mûr. Ces victoires contraignirent les Hollandais, les Espagnols, puis l'empereur germanique à signer les traités de Nimègue en 1678 et 1679. La Franche-Comté et une partie des Pays-Bas tombent dans l'escarcelle de la France. Un très sérieux pas en avant dans la constitution du Précaré. Ces victoires depuis la guerre de dévolution et la guerre de Hollande, Louis XIV a voulu les magnifier dans la pièce la plus extraordinaire de son palais, la Galerie des Glaces, où nous entrons à présent. Et cette galerie a été conçue par Charles Lebrun et elle se présente comme un monument de propagande toute à la gloire d'un souverain multiplement triomphant, présenté comme le maître incontestable de toute l'Europe. Sur le plafond de la galerie se développe un programme iconographique très riche que Louis XIV impose à tous les visiteurs de Versailles. Le roi y apparaît comme le seul auteur des victoires, comme le seul commandant. Les autres êtres humains ne sont pratiquement pas représentés. Et même dans le tableau qui évoque la guerre de Hollande, où figurent quelques grands du royaume, la composition est organisée de telle sorte que la supériorité du roi Soleil y est parfaitement exprimée. Et ce qui est remarquable dans ce tableau, c'est que Louis XIV n'est pas seul, ce qui est rare. Il est entouré de 3 autres personnes, mais regardez la hiérarchie très stricte qui préside à leur situation. Louis XIV est représenté au centre de la composition, c'est lui qui donne les ordres, son frère, monsieur, est tout à fait obéissant et un peu représenté en retrait. Le prince de Condé a droit à une marche, mais inférieure, et Turenne est encore plus loin du roi.
dans tous les cas, le roi est présenté comme le seul auteur de toutes les victoires. Et je pense notamment à Maastricht. On sait que Maastricht, c'est une des pièces de bravoure de Vauban. Maastricht a été prise en 13 jours et tous les contemporains ont loué ses capacités extraordinaires de preneur de ville. Or, dans la Galerie des Glaces, le siège de Maastricht est bien représenté. Il est bien écrit que Maastricht a été prise en 13 jours, mais Vauban est totalement absent. C'est-à-dire que Vauban n'a pas eu droit à la moindre représentation dans ce palais qui est le palais du roi de guerre. Aux premières lueurs de ce jour de 1678, Vauban se présente chez Colbert, l'ennemi intime de Louvois, pour lui dévoiler le plus audacieux des projets de génie civil qu'il n'ait eu à mener jusqu'alors. Monseigneur, selon votre souhait, le port de Dunkerque pourra bientôt accueillir jusqu'à 40 navires de guerre de fort tonnage. Mais tous disaient que c'était impossible à cause des bancs de sable. Effectivement, le banc de sable bloque l'accès au port. Et c'est pourquoi nous allons d'abord le creuser sur près d'une demi-lieue, chaque fois que la mer se retire. Nous protégerons ce chenal par 2 jetées qui le borderont de part et d'autre. Ces ouvrages seront réalisés par des charpentiers et une fois recouverts de fascines, ils empêcheront le sable de s'épandre dans le chenal. Rien ne sera plus avantageux pour notre marine. Colbert est avec Louvois l'autre ministre évidemment essentiel du règne de Louis XIV, c'est le maître du commerce, le maître de l'économie, et il veut rivaliser avec la Hollande et l'Angleterre qui constituent en Europe les 2 puissances commerciales majeures. Mais pour rivaliser avec ces 2 puissances, il faut des ports proches, et Dunkerque occupe une position stratégique. Le problème de Dunkerque, c'est que c'est un lieu extrêmement difficile à transformer en port, et c'est Vauban qui va réussir. La défense de cet édifice sera assurée par 2 forts sur pilotis aux extrémités et un fort maçonné qui veillera sur la rade et le port. Pour garantir le nettoyage du chenal des dépôts de sable apportés par la marée, nous allons reprendre le réseau de canaux qui sert déjà à la défense de la ville. À marée haute, ces bassins se rempliront d'eau de mer. À marée basse, on ouvre ces écluses, l'eau se déverse dans le canal et rejette le sable vers le large. C'est ce qu'on appelle un effet de chasse. Je ferai remettre aussitôt que possible à l'intendant de Flandre les crédits nécessaires à l'ouverture du chantier. D'après les espions de Louvois, l'Allemagne, la Hollande et l'Espagne s'acheminent vers une coalition militaire exposant toutes les frontières au danger d'une attaque. Vauban doit reprendre ses inspections aux 4 coins de la France. Vous n'êtes jamais là. Il suffit que le roi ou Louvois claque des doigts pour que vous accouriez chez vos maîtres. Je vous ai donné un fils qui est mort, sans que vous l'ayez même vu une seule fois. Depuis 2 mois, on attend votre retour pour le mettre en terre. De ses ennemis, le roi désigne la plus imprenable des forteresses d'Europe, celle de Luxembourg, comme sa prochaine cible. Vauban a été informé que le front Marie-Berlaymont, qui fait face à la plaine, est sans doute le maillon faible de cette forteresse imprenable. Il y constate que les 3 redoutes qui ont été construites dans la pente vers le Pfaffental sont mal placées. Enfin, cette défense, qui n'est pas reliée au reste de la forteresse, ne pourra être ni ravitaillée ni soutenue. Elle ne tiendra pas bien longtemps sous un feu nourri. La contre-garde Berlaymont, qui vient d'être achevée, est mal construite et d'un profil fort irrégulier, le demi-bastion gauche étant beaucoup plus élevé que celui de droite. Étant en maçonnerie et en fascine,
La courtine n'offrira que peu de résistance aux boulets français. Enfin, le bastion Berlaymont, qui lui aussi vient d'être achevé dans ce secteur, est d'une forme irrégulière et d'une maçonnerie de mauvaise qualité. Malgré ses responsabilités, Vauban procède comme à son habitude. Il va reconnaître seul la place, au risque d'être découvert. Mais pour lui, rien ne remplace l'œil du maître. Après s'être approché des bastions Marie et Berlaymont, Vauban plante son épée dans le sol. Et à son grand étonnement, elle s'enfonce facilement jusqu'à la garde. Les travaux des sapeurs vont pouvoir être menés avec plus de facilité qu'ils ne l'avaient espéré. Messieurs, chacun d'entre vous dirigera l'une des 4 tranchées que nous allons ouvrir simultanément. 3 n'auront pour but que de disperser les solides défenses de la citadelle. Cette tranchée pour vous, celle-ci pour vous, et enfin celle-ci pour vous. La 4e, la plus complexe, s'attaquera au flanc bastionné. Elle réclamera plus d'hommes. Enfin, vous dessinez assez bien. Je vous désigne pour faire les plans de la tranchée afin d'informer le roi et le ministre Louvois sur l'avancement du siège. Rien ne doit partir d'ici que je n'ai visé, bien sûr. Monsieur, un billet de Louvois vient d'arriver. Si vous pouvez me faire un profil à vue de ce que vous voyez du bastion de Berlaymont, de l'ouvrage à cornes et du terrain qui est jusqu'à la rivière, je comprendrai peut-être ce que l'on peut espérer de la prise de ces 3 redoutes. Et vous ne dites rien de l'attaque du Gron, qui résiste bien longtemps pour une aussi mauvaise fortification que celle-là. Comprendra-t-il jamais que ma méthode épargne les hommes autant qu'elle garantit le succès, que diable? La conservation de sang de nos soldats devrait être plus considérable que la perte de 1000 de ses ennemis. Après 35 jours d'un siège impeccablement méthodique, Vauban parvient sous les murs de la ville. Les mineurs s'apprêtent à porter les stockages. Le mineur est en place. Nous ne tiendrons plus longtemps. J'entends battre la chamade. La prise de Luxembourg porte un rude coup aux ennemis de Louis XIV. Elle entraîne la signature d'un nouveau traité de paix, le traité de Ratisbonne, qui donne quelques gages de stabilité et ouvre 4 années de paix. Ce succès me valut de nombreux éloges. Je ne crois pas que ma gloire de preneur de ville n'ait jamais été plus haute en Europe. Il n'était jusqu'aux gazettes de Hollande qui annonçaient ma promotion au grade de lieutenant général. Et si nous goûtions ce bon vin de Bourgogne? Oui. Allez, je vous le
Vauban a mis toute son énergie à la construction de Dunkerque. 5 ans lui suffiront. Et dans ce port, il établit un poste de galère stratégique bien sûr, pour court-circuiter, pour lutter contre le commerce et contre le trafic sur la Manche et lutter contre la concurrence anglaise et hollandaise. Il y parvient. Il y aura même des corsaires qui joueront leur rôle dans cette guerre, cette guérilla permanente sur mer. Les Anglais voudront évidemment le démantèlement de Dunkerque. Ils mettront 30 ans à l'obtenir. Ils l'obtiennent finalement à l'issue de la guerre de succession d'Espagne en 1713. Je me trouve obligé, monseigneur, de vous demander justice sur une forfanterie que l'on me fait depuis le siège de Luxembourg. Depuis le siège de Luxembourg. En effet, on m'écrit de toutes parts pour me féliciter, dit-on. On m'écrit de toutes parts pour me féliciter, dit-on, de ce que le roi a eu la bonté de me faire lieutenant général. Même, on l'imprime dans les gazettes de Hollande. Même on l'imprime dans les gazettes de Hollande. Faites donc, s'il vous plaît, ou qu'on me rende le port de 80 ou 100 lettres que j'ai payé pour démentir, hein, que Sa Majesté fasse que je le sois effectivement. Monsieur, le ministre Louvois vous demande de venir toute affaire cessante à son cabinet de Versailles. Cela faisait 20 ans que le sieur de Louvois me traitait en esclave, veillant à ne jamais m'accorder une once même de son pouvoir. Se pourrait-il qu'il ait enfin compris l'injustice qui m'était faite à propos de cette lieutenance générale? La disparition de Colbert l'avait laissé seul aux commandes, et cela n'allait certainement pas favoriser mon sort. Louvois succède à Colbert à la surintendance des bâtiments du roi. Il souhaite laisser son nom à un ouvrage d'art et résoudre le problème épineux du ravitaillement en eau des jardins de Versailles. Il préconise donc la solution avancée par les académiciens des sciences, à savoir détourner une partie des eaux de l'Eure vers Versailles. Pour ce faire, il faudrait construire un aqueduc, imitation du pont du Gard, ce qui lui permettrait aussi de mettre en valeur la résidence de la favorite du roi, d'où le nom de l'aqueduc, aqueduc de Maintenon. Dans les jardins du château de Versailles se trouvent encore aujourd'hui la plupart des fontaines installées sous le règne de Louis XIV. Son objectif était d'offrir un divertissement véritablement éblouissant aux courtisans et aux visiteurs étrangers. Sous la direction d'André Le Nôtre, le jardin est doté d'immenses pièces d'eau, d'une 50aine de fontaines et de plus de 1600 effets d'eau. Un réseau complexe de 35 km de canalisation et d'aqueducs souterrains, qui utilise les techniques les plus novatrices de l'époque, permet d'approvisionner tous les jeux d'eau grâce à la seule force de la gravité. Mais approvisionner ces fontaines représentait un véritable défi, car le site immédiat de Versailles était dépourvu de ressources en eau. À l'arrivée de la famille royale et des milliers de courtisans qui s'installent dans le palais et alentour en 1682, il fallut également couvrir les besoins d'une véritable petite ville. Il fut décidé alors de construire une machine pour élever jusqu'ici l'eau de la Seine, qui se trouve 150 mètres en contrebas. La spectaculaire machine de Marly est un dispositif complexe qui consistait à pomper les eaux de la Seine et à les remonter 160 mètres plus haut jusqu'à des réservoirs. Ce dispositif comportait 14 roues à eau de 12 mètres de diamètre, tout en bois, et nécessitait une armée de charpentiers pour son entretien. Les difficultés d'exploitation de cette machine entraînèrent la recherche d'autres solutions sous la responsabilité de l'Académie des sciences, dont une qui, par son prestige, a retenu l'attention du ministre Louvois. Le devis de cet ouvrage atteint des sommes astronomiques. En plus, cet aqueduc est laid et compliqué. Il faudra
message de Louvois confirma les pires craintes de Vauban. Il est inutile que vous pensiez un aigle du Crampan, dont le roi ne veut pas entendre parler. Si le mémoire ci-joint n'est pas suffisant pour vous en faire comprendre la raison, la volonté du maître doit vous en empêcher de ne plus en parler. Le chantier est une dure épreuve pour Vauban. Il doit obéir à des ordres qu'il juge absurdes de Louvois. Il observe tous les jours sur le chantier des soldats qui travaillent et qui sont pris par les fièvres. Vauban anticipe aussi les dépenses qu'il juge excessives de ce chantier, à un moment où les menaces de guerre pointent à l'horizon. Madame, j'avais pensé pouvoir me rendre auprès de vous à Bazoches dans les prochaines semaines. Mais le chantier du canal de l'Eure ne cesse de me donner des sujets d'inquiétude. Vous savez combien il est difficile de contrarier les desseins de Monseigneur Louvois. Mais je ne pouvais l'aider à commettre pareille folie. Et pour cela me voilà puni. Car il me faut maintenant aller en Bretagne avant que la mauvaise saison ne m'en empêche. Le 17 octobre 1685, le roi Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes qui garantissait aux protestants l'exercice de leur foi depuis 1598. Ils n'ont pas été véritablement surpris. Au cours des années précédentes, leurs droits diminuaient et ils subissaient de plus en plus souvent des humiliations, telles les dragonnades qui consistaient à les obliger à héberger la troupe afin de hâter leur conversion au catholicisme. Les questions religieuses au temps de Louis XIV, c'est assez simple, c'est une foi, une loi, un roi. Et donc ce qui compte, c'est l'unité d'une foi unique. Et donc contre toutes les dissidences, Louis XIV s'oppose au quiétisme, s'oppose aux jansénistes et surtout au protestantisme. Et c'est la face la plus sombre du règne qui est symbolisée par la révocation de l'édit de Nantes, la révocation de l'édit que son grand-père, Henri IV, avait établi pour assurer la concorde entre catholiques et protestants. Et bien d'un coup de plume, d'un trait de plume, Louis XIV réfute cet édit en 1685. La mémoire des ravages consécutifs à la révocation de l'édit de Nantes est conservée dans un minuscule village des Cévennes au sud de la France. Ce hameau fut l'épicentre de la plus tragique des révoltes des protestants, la guerre des Camisards. Le musée du désert est situé dans la maison de Pierre Laporte, dit Roland, chef camisard, qui va prendre la tête d'une insurrection contre les troupes royales à cause de toutes les exactions, à cause de toute l'intolérance dont ils sont les victimes. Ça aura des conséquences considérables pour les Cévennes. En révoquant l'édit de Nantes, en octobre 1685, Louis XIV interdit le protestantisme en France. Il va prendre un tas de mesures pour être sûr qu'on n'y reviendra pas. Les temples sont rasés, les pasteurs sont envoyés en exil, on ferme les frontières aux protestants parce qu'on s'aperçoit que beaucoup ont quitté cette intolérance pour trouver refuge dans d'autres pays protestants d'Europe. On impose l'éducation catholique aux enfants. Beaucoup de protestants qui ont abjuré leur foi à cause des mesures incitatives ou des dragonnades veulent la vivre quand même. Et ils vont s'assembler dans une église clandestine qu'on va appeler l'église du désert, en analogie avec la traversée du désert du peuple hébreu. Avec Moïse, vous vous rappelez, 40 ans d'épreuve. Pour eux, ce sera 100 ans entre le règne de Louis XIV et jusqu'à la Révolution. Pour poursuivre ces célébrations interdites, qui se déroulaient la nuit dans des lieux isolés et difficiles d'accès, les protestants se doteront d'objets adaptés à la clandestinité. Le musée du désert conserve beaucoup de ces objets, tels des chairs, qui sont amenés sur le théâtre de l'Assemblée, mais qui sont dissimulés, bien sûr, au regard des troupes royales, par exemple, et elles se transforment en tonneaux à grains, elles se transforment en escabeaux. Il faut absolument tout cacher. Parce que les peines qu'encourent ceux qui sont découverts dans ces assemblées et qui désobéissent donc aux directives du roi, encourent des peines considérables, exemplaires, magistrales. Les hommes sont envoyés aux galères, les femmes sont envoyées à la prison pour le reste de leur jour, les enfants sont enfermés dans des couvents, on espère en faire de bons catholiques, les pasteurs sont mis à mort. On estime à 200 000, 300 000 peut-être, le nombre de huguenots qui ont quitté la France pour trouver la liberté de culte ailleurs, dans les pays d'Europe, les plus proches souvent, où on pouvait être protestant, alors qu'en France c'était interdit. La Suisse, la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne vont les accueillir, et de là ils vont partir quelquefois beaucoup plus loin, la
m'intéresse pas. Que dire du chantier de l'aqueduc de Maintenon, dans lequel le trésor royal engloutit des sommes astronomiques et que les menaces de guerre vous nous empêchez de terminer? Pour finir, vous ordonnez à nos soldats de mettre à sac nos voisins allemands. Construisez vos forteresses. Mettez votre génie à prendre les places ennemies. C'est tout ce qu'on vous demande. Pour le reste, laissez-nous faire. Les années 1680 sont marquées pour toute l'Europe par, je dirais, une inquiétude par rapport à la politique de Louis XIV, une politique de plus en plus agressive, et ça apparaît sur le plan religieux, avec la révocation de l'édit de Nantes, sur le plan territorial, avec une politique de grignotage, d'annexion, qu'on appelle la politique des réunions, et puis une politique carrément belliqueuse. Je pense au sac du Palatinat en 1688, qui a extrêmement choqué toute l'Europe, puisque le sac du Palatinat, c'est une sorte de guerre totale menée contre un territoire. Et donc, c'est ce sac qui a vraiment entraîné cette alliance un peu contradictoire, il faut le dire, entre la majorité des États européens qui se liguent contre Louis XIV. C'est l'Angleterre, c'est la Hollande, c'est une grande partie des princes allemands, c'est les Habsbourg, c'est l'Espagne, c'est la Savoie. Et l'ensemble de ces principautés, l'ensemble de ces souverainetés constitue la Ligue d'Augsbourg. Pour la première fois, toutes nos frontières, aussi bien terrestres que maritimes, étaient sous la menace. Il me fallut abandonner le chantier de Maintenon pour aller perfectionner la frontière allemande de toute urgence. Où que j'aille, je constatais la grande pauvreté qui s'était emparée du peuple. Et cette misère m'inspirait aussi de mauvais pressentiments. Cocher! Comment ne faisait-on rien pour venir en aide au sujet de Sa Majesté? Une idée germait dans mon esprit pour remédier à cette misère. Favoriser l'élevage du cochon. À 2 ans, une truie peut avoir une première portée de 6 cochons. Au terme de 10 générations, le total est de 6 millions de descendants, dont 3 217 femelles. Et sur 12 générations, il peut y en avoir autant que nécessaire pour nourrir toute l'Europe. Le calcul est très important pour Vauban. À partir des années 1680, il cherche à connaître la population du royaume. Il s'inscrit dans une tradition qui, inaugurée par Galilée, insiste sur le fait que Dieu a donné les mathématiques aux hommes pour comprendre le monde. La campagne que nous avons menée contre les coalisés ne m'a pas fait beaucoup de bien à moi. Il me faut compter sur le lait d'ânesse pour mieux me sentir. Vous avez rempli votre mission. Vous pouvez vous accorder un peu de repos. Ah non. J'ai mis en chantier un projet qui consiste à édicter une méthode pour faire le dénombrement des peuples. Je crois qu'il faudrait aider les sujets de Sa Majesté à vivre un peu mieux, Mégrini. Vous avez vu comme moi l'état lamentable des locteux de nos campagnes, non? Ils sont comme vous et moi, les sujets du roi. Il nous faut les aider, car les aider, c'est servir le roi. Il faut tout d'abord connaître le nombre exact de bouches à nourrir, celui des bras disponibles, leur répartition, le nombre de foyers et d'autres choses encore. Voici les formulaires que je prépare. Ensuite, j'aimerais examiner comment rendre l'impôt plus équitable. Des impôts équitables? Le terrain est dangereux. Le plus grand danger, Mégrini, c'est de laisser le peuple dépérir. Le voilà le plus grand danger.
Beaumont. Quelqu'un de votre connaissance? C'est un homme de grande valeur. Et je jurerai qu'il est victime d'une cabale. On a mis l'abbé Rago dans la première cellule. J'ai toujours plus estimé mon honneur que la vie. Et je suis déshonoré pour jamais de la manière la plus cruelle. Maintenant, je crains d'être envoyé au fort de Dunkerque et de disparaître oublié. Pourquoi a-t-on fait de vous un débauché? Pour mon malheur, j'agissais comme conseiller en affaires de plusieurs personnes d'importance. Ma loyauté envers tous est devenue la marque de la trahison lorsque certaines de ces personnes se sont engagées dans des partis opposés. Quelles sont ces personnes qui ont l'oreille du confesseur du roi et de Louvois? Je tairai leur nom, pensez-vous. Mais on peut y retrouver la dame d'un des plus grands officiers du royaume. Monsieur, c'est un lourd secret que je vais vous révéler. Cet abbé qui s'était attiré les foudres de Louvois méritait ma considération. Maigrini avait dit vrai. Tout abbé qu'il fût, il semblait homme de grande valeur. Quel dommage de ne pouvoir mettre à notre service un esprit aussi bien fait. Encore une fois, on s'attaquait à une personne utile à la puissance du pays. L'abbé Vincent Rago est un personnage remarquable. Il démontre assez vite à Vauban ses capacités intellectuelles. Capacité de réflexion, capacité d'argumentation, capacité de rédaction, parce qu'il mêle une réflexion de type juridique, de type politique, de type économique, ne serait-ce que pour présenter sa propre défense, pour que Vauban le libère de son emprisonnement à Lille. Après un épuisant périple sur les frontières de l'Est que les coalisés menacent toujours, Vauban retrouve sa citadelle de Lille. De sa récente élévation au grade de lieutenant général, il tire parti pour faire savoir à son souverain les inquiétudes que lui inspire la politique royale envers les Huguenots. Monsieur, voici votre quinquina. Les rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions. Parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance, et Dieu seul les peut diriger comme il lui plaît. Redressez-vous. Il faut prendre votre remède. Cette période est appelée par les biographes de Vauban la Grande Maladie. Pendant une année, Vauban est resté alité dans son hôtel de la citadelle de Lille, ou ici à Bazoches quand il a pu se déplacer. Il est atteint d'une bronchite chronique depuis de nombreuses années, et il y a eu une aggravation de cette situation que les médecins n'ont pas réussi à calmer. Le lait d'ânesse, le quinquina envoyé par Louvois sont les seuls remèdes qui lui permettent de trouver un petit soulagement. Le roi tient absolument à ce que Vauban conduise l'attaque à Mons. Seul vous, Maigrini,
aventures sont arrivées à bon port. Très bien, Maigrini, vous avez fait votre part. Ici, cette pluie nous retarde continuellement. Ça n'avance pas comme j'avais espéré. Il y a plus grave. J'ai entendu que Louvois projette de bombarder Bruxelles. Pourquoi ne m'en a-t-on rien dit? Ni Louvois ni le roi ne voulaient prendre le risque de vous distraire de cette difficile tâche que vous êtes en train d'accomplir. 10 fois, je leur ai dit que les bombarderies sont un très mauvais moyen pour se concilier le cœur des peuples. Vauban, vous m'avez encore fait honneur. Personne ne travaille mieux à ma gloire que vous lorsqu'il s'agit de mener l'attaque d'une ville. Certes, Majesté, mais l'affaire a été adroitement préparée par Maigrini. Et quelques autres. Sire, je ne me souviens pas que les bombarderies que nous avions faites par le passé, à Luxembourg et à Liège, ne vous aient grandement servi. Vous obtiendrez bien plus en épargnant aux populations de Bruxelles ces déluges de feu et en les exposant à l'un de nos sièges beaucoup plus économes en hommes et en munitions. Je vous entends, Vauban. Le pouvoir de cet homme était extraordinaire. Qui sait pourquoi il prenait le risque d'humilier la fine fleur de la noblesse en la contraignant à assister à notre dîner comme si j'étais l'ambassadeur du Grand Turc. Cet honneur, qui aurait dû me combler, m'inquiétait. Était-il possible qu'une cour aussi corrompue puisse sincèrement rendre hommage à un aussi laborieux que moi? Le roi m'envoya un billet qui me glaça le sang. Il y était écrit: je ne doute point que vous n'ayez été fâché par la mort du marquis de Louvois. Toutes les batailles que nous avions menées, ensemble et l'un contre l'autre, avaient tissé le plus étroit des liens entre nous. Nos folles ambitions avaient contribué à la gloire du roi et de la France. Louvois n'était plus, mais moi je restais, seul et déjà usé. Les deux grands ministres du règne de Louis XIV, Colbert et Louvois, ne sont plus. Ils ont été les intermédiaires entre Vauban et le roi. Désormais, les liens vont être directs entre les deux hommes. Je vous prie d'accueillir le commissaire général des fortifications, Sébastien le prêtre de Vauban. Si je n'avais dû cette nomination qu'aux membres de cette assemblée, mon contentement aurait été parfait. Mais tout le monde savait que le roi était intervenu en ma faveur. Peut-être pour se faire pardonner de ne m'avoir point nommé maréchal. De même. J'espère sincèrement que votre emploi de commissaire général des fortifications ne vous empêchera pas d'assister à nos séances. C'est un grand honneur que vous me faites, monsieur de Fontenelle. J'ai beaucoup à apprendre des académiciens. Et nous du meilleur poliorcète d'Europe. Vous nous présenterez peut-être vos travaux sur le dénombrement des populations? Vous êtes au courant. La connaissance du royaume est surtout nécessaire pour en améliorer l'administration. Je pense aussi à proposer un système fiscal plus juste. Plus juste, qu'entendez-vous par là? Il faut remplacer les impôts existants par un impôt unique d'un dixième de tous les revenus, sans exception. Sans exception? Même ceux de la noblesse? Même ceux de la noblesse. Surtout dans les circonstances que nous connaissons. Vauban profite d'un hiver à Bazoches pour travailler à la question du dénombrement de la population. Il met au point un formulaire qui lui permet de recueillir quantité de données démographiques utiles à l'administration de sa province. Friand. Une copie de ce document. Les gens d'ici ne pouvaient me refuser de remplir ces formulaires, qui allaient me permettre de connaître la situation exacte de notre province.
L'état du royaume que constate Vauban au cours de ses nombreux voyages est véritablement tragique. Au cours de ce petit âge glaciaire, 2 récoltes de blé en 1692 et 1693 sont réduites à néant par les températures anormalement basses, par les pluies diluviennes et par les sécheresses. La fin du règne de Louis XIV a été particulièrement dramatique, marquée notamment par une crise de subsistance très grave. En 1692, 13, 14, une série de mauvaises récoltes de printemps et d'été pourris ont annulé pratiquement toute la récolte de blé. Or, dans une économie frumentaire où le blé représente l'essentiel de l'alimentation, c'est évidemment catastrophique. Les historiens pensent que cette crise a provoqué sans doute 3 millions de morts, c'est-à-dire plus même que tous les morts de la Première Guerre mondiale. C'est plus de 10% de la société qui disparaît dans cette crise. La gravité de cette crise de subsistance conduit le roi à faire exceptionnellement installer des fours à pain dans la cour du Louvre, pour que les plus démunis des Parisiens parviennent à survivre. C'est au cœur de cette dramatique crise de 1693 que paraît le conte le plus célèbre de Charles Perrault, Le Petit Poucet. Chacun comprendra que le Petit Poucet a une résonance particulière. Tous ces enfants qui sont abandonnés, qui meurent, sont évidemment une image tragique de cette crise épouvantable qui marque le royaume. Charles Perrault put écrire « Vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. » Après plusieurs années de relégation en province, l'abbé Ragot avait rejoint Vauban pour collaborer à son projet de réforme fiscale. Mais enfin, Ragot, pourquoi voulez-vous donc à toute fin imposer la dîme? J'ai fait les calculs plusieurs fois, et je vous l'assure, nous devons prendre exemple sur la dîme ecclésiastique. Il n'est d'impôt plus juste et plus économique. Qu'en pense de Bois-Guilbert? L'abbé Ragot, à qui on avait interdit toute fonction ecclésiastique, avait accepté de me rejoindre comme secrétaire. Il travaillait à la question de l'impôt. C'est lui qui m'a démontré que la dîme royale serait le plus sûr moyen de collecter un impôt incontestable sur tous les revenus. Vauban poursuit plusieurs objectifs lorsqu'il réfléchit à un projet de réforme fiscale. En premier lieu, à l'équité. Il souhaite que tout soit imposé proportionnellement à leurs revenus. Il souhaite aussi uniformiser d'une certaine façon le territoire en supprimant les particularités régionales. Imposer la rente, il ne l'était pas jusque-là. Enfin, il propose de supprimer les fermiers généraux, ce qui afferme au roi la perception des impôts, c'est-à-dire font l'avance du montant et perçoivent ensuite, selon Vauban, de manière inique ces mêmes impôts. Fidèle à ses principes en matière de calcul, Vauban charge l'abbé Ragot de procéder aux mesures et aux relevés nécessaires afin de créer une unité de mesure de la richesse du royaume. Avec l'aide de cette unité de richesse moyenne par lieu carré, il lui sera plus facile de proposer des remèdes aux défaillances de l'administration et de mieux équilibrer la pression fiscale. Dans cette lieu carré, on trouvera un échantillon moyen qui pourrait être appliqué à tout le royaume. 2 chemins royaux de 36 pieds de large, une rivière, 3 ruisseaux, un étang, des bois, des vignes, prés, terres labourables, maisons, églises, jardins et même des places. Chaque lieu carré recelant un capital de 36 124 livres. Majesté, Je vous écoute. Voici mon projet pour l'établissement d'une dîme royale. La vie errante que je mène depuis 40 ans, m'ayant donné l'occasion de visiter plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie des provinces de ce royaume, j'ai souvent eu l'occasion de remarquer le bon et le mauvais des pays, d'en examiner leur état et leur situation, ainsi que celle des peuples dont la pauvreté, ayant souvent excité ma compassion, m'a donné lieu d'en rechercher la cause. Ce qu'ayant fait avec beaucoup de soin m'a permis de découvrir
porte à Vauban explique qu'il ait accepté d'écouter, lors de 3 soirées consécutives, la lecture du projet de dîme royale. Mais il est aussi préoccupé par l'état des finances royales, puisque le budget est grevé par les années de guerre consécutives. Déjà, un nouvel impôt, la capitation, en 1695, avait ouvert une voie dans le principe de non-imposition de la noblesse. Êtes-vous bien sûr que vous voulez laisser sur pied les beaux-arts de Saint-Léger? Je nous en rapporterai au moins 200 livres chacun. Mise à l'essai de la dîme doit avoir lieu en Normandie depuis des mois et on ne m'en dit rien. Vous êtes trop impatient. Mon épouse me reprochait avec raison mon impatience. Mais le temps filait, ôtant petit à petit ma force. Et il apportait aussi de mauvaises nouvelles. Le roi d'Espagne allait bientôt mourir, sans descendance. Et sa succession constituait une véritable machine infernale capable d'entraîner l'Europe dans une nouvelle guerre. Au retour du siège de Brissac, sur la frontière du Rhin, où il a servi sous les ordres du petit-fils de Louis XIV, un jeune homme d'à peine 20 ans qu'il a contribué à rendre victorieux, Vauban apprend la mort de sa femme Jeanne. Le roi le fait maréchal de France, un honneur jamais encore obtenu par un officier des fortifications. Vauban perçoit cette distinction comme une compensation plutôt qu'une récompense. Encore une fois, le service du roi m'avait empêché d'être auprès des miens dans l'épreuve. Après mon fils, ma femme, l'assiduité d'esclave que j'avais déployée pour mon roi et mon pays pendant 50 ans ne m'avait valu qu'un bâton de maréchal inutile. Le roi venait de se résoudre à faire le prochain siège sans moi. Avec Rago, nous nous étions lancés dans de nouvelles corrections de notre dîme, avant de l'imprimer, discrètement. Le conseil privé du roi vient de condamner la dîme royale. La lieutenance de police de Paris connaît l'auteur et surveille Vauban. Ce dernier profite de son immunité de maréchal pour remettre en main propre les exemplaires qu'il possède à des amis ou à des personnes influentes, mais aussi il met la dernière main à une 2e édition avec le co-auteur Vincent Rago de Beaumont. Je fais chercher les exemplaires de la dîme chez la relieuse. Avant que la police ne les découvre. J'espère que ce n'est pas trop tard. Le conseil du roi a décidé d'interdire la publication de la dîme royale. L'ouvrage a été qualifié de séditieux et il est ordonné que tous les exemplaires soient saisis et mis au pilon. Selon le conseil, la sécurité de l'État est menacée car on y trouve trop de renseignements sur l'état du royaume. Vauban consacre ses dernières forces à sa réforme de l'impôt. Persuadé que pour le bien du roi et de ses sujets, il lui faut s'improviser économiste, fiscaliste, statisticien, il ne sait pas encore qu'il entrera aussi dans l'histoire par cette porte.
Concordia et copiosa apud eum redemptio. Et ipset redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eum. Amen. La mort de Vauban est saluée par le roi d'un bref « Nous perdons un serviteur fort affectionné à notre personne et à l'État ». Un service religieux réunissant seulement quelques-uns de ses proches et sa famille a lieu à l'église Saint-Roch, dans le quartier des Tuileries. L'abbé Rago doit quitter Paris précipitamment, laissant derrière lui un exemplaire de la dîme. Commissaire, nous n'avons rien trouvé. Quand M. Rago de Beaumont séjournait à Paris, comme pendant les jours qui ont précédé la mort de votre maître, habitait-il ici? Le maréchal lui avait fait installer une chambre dans les combles. Fontenelle, Messieurs, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, prend sur lui de rendre un hommage solennel à la mémoire de Vauban. Son éloge laisse le portrait d'un homme doté des plus nobles vertus. Il est le seul homme de guerre pour qui la paix toujours ait été aussi laborieuse que la guerre même. Quoique son emploi ne l'engageât qu'à travailler à la sûreté des frontières, son amour pour le bien public lui faisait porter ses vues sur les moyens d'augmenter le bonheur du dedans du royaume. C'était là son but principal, la conservation des hommes. Son humanité naturelle les lui rendait chère. Personne mieux que lui n'avait su rappeler du ciel les mathématiques pour les occuper aux besoins des hommes. Et elles avaient pris entre ses mains une utilité aussi glorieuse peut-être que leur plus grande sublimité. Nombreux furent les hommes d'État à témoigner leur admiration au maréchal Vauban, à commencer par Bonaparte. Lorsqu'il sut que le reliquaire contenant le cœur de Vauban venait d'être découvert dans les décombres de l'église de Bazoches, ravagée par la Révolution, il le fit chercher pour lui donner une sépulture de grand homme de guerre aux Invalides. Malheureusement, l'installation un peu plus tard du tombeau de l'empereur se fit aux dépens de la relique de Vauban, qui erra pendant un siècle dans les couloirs du ministère de la Guerre. Finalement, ce grand serviteur du roi fut honoré par la République. Au XXe siècle, on lui accorda une place dans la chapelle des Invalides, aux côtés des Napoléons, Turenne, Foch. Un lieu que Louvois et Louis XIV avaient destiné aux vieux soldats américains.